toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire spécial consacré aux étudiants manipulateurs. Lors de leur parcours de formation, les étudiants manipulateurs réalisent un travail d'initiation à la recherche en fin de cursus. Depuis de nombreuses années maintenant, la FPPE leur propose de participer au prix étudiant Serge Mourgue, du nom d'un ancien président de l'association. Ces travaux d'étudiants ont pour finalité d'assurer la transition entre le statut d'étudiant et le statut de professionnel. Nous mettons en valeur ce soir, à travers la promo 2024, 4 étudiants, 4 travaux ayant participé au prix, dont le lauréat perçoit une bourse lui permettant de l'aider à communiquer sur son travail. Les présentations de ce soir viennent d'étudiants des écoles de Rennes, Strasbourg, de Nîmes et de Montpellier. Pour celles et ceux qui souhaiteraient participer, vous trouverez le règlement à télécharger sur le site de la FPPE. Vous pourrez très bientôt déposer vos dossiers de candidature pour l'année 2025 directement en ligne. Alors, mettez en valeur votre mémoire, vous avez jusqu'au 15 juillet pour le faire. Ce prix Serge Mourgue peut vous emmener très loin. Nicolas, lauréat 2023, a pu présenter son travail à Hong Kong lors du congrès mondial des manipulateurs de l'Association mondiale des manip radio, l'ISRRT. Merci à nos partenaires pour leur participation à ce webinaire. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon webinaire et à très bientôt. Ici, nous pratiquons un large choix d'examens et nous avons une relation de proximité avec les radiologues qui ont la volonté de nous faire monter en compétences, notamment en radiologie interventionnelle, en échographie. Pour ma part, j'ai pu évoluer rapidement en scanner. Et dans ce monde de la radiologie en pleine métamorphose, le manipulateur est aussi amené à évoluer. Le premier point que je tiens à aborder et qui me tient à cœur, c'est la délégation de tâches. Alors je suis très fière d'exercer ce métier de manip en radiologie, car tous les jours je partage mon métier avec des gens très compétents et très passionnés, comme les médecins et les secrétaires avec qui on apprend chaque jour. Je me présente, je suis Elmo Abitayoub, je suis diplômé de l'école de manip à Rennes en juin 2024 et aujourd'hui je vais vous présenter mon mémoire sur l'impression 3D. Donc le titre exact, c'est l'évaluation de la légitimité des manipulateurs en électroradiologie médicale intégrer l'impression 3D dans leur pratique. Pour ce faire, je vais vous présenter mon sommaire où je vais vous présenter la synthèse de la démarche de recherche, la méthodologie, les résultats, qu'est-ce qu'on imprime exactement,
l'analyse critique du travail que j'ai réalisé, ma projection professionnelle et enfin la perspective de la recherche. Donc la question de recherche est la suivante. En quoi le manipulateur en électroradiologie médicale est-il légitime à intégrer les plateformes d'impression 3D? Donc maintenant, on va passer à la synthèse de la démarche de recherche. Concernant ma situation d'appel, c'est suite à une présentation en cours qu'on a eue sur l'impression 3D que m'est venue l'idée de faire du coup mon sujet de mémoire sur ce thème. C'est à la suite de cette présentation que je me suis intéressé à cette technologie-là, où j'ai pu faire des recherches, j'ai pu regarder un peu ce qui se faisait sur internet, qu'est-ce que c'était vraiment l'impression 3D, parce que je connaissais pas du tout, et pouvoir faire le lien entre mon métier et cette nouvelle technologie. Donc les objectifs de l'étude, il y en avait deux, donc c'était principalement fournir une compréhension claire de la légitimité des manipulateurs qui peuvent avoir à intégrer cette technologie-là dans leur pratique. Et enfin, étudier du coup les compétences qui sont liées à l'impression 3D qui sont à acquérir pour les manipes. Enfin, le cadre conceptuel. Donc j'ai fait une grosse partie sur l'impression 3D où j'ai pu vraiment définir ce que c'était, ce qui était réellement fait, faire un petit point historique sur cette technologie-là, de montrer les différentes techniques qui existaient, les matériaux, les différentes imprimantes qui existent. Enfin, vraiment définir au maximum ce que c'est que l'impression 3D parce que c'est quelque chose qui est pas du tout connu. Ensuite, important de définir la notion de légitimité et de compétence. Et j'ai pu faire le lien du coup avec le décret de compétence des manipulateurs. Et enfin, j'ai voulu illustrer tout ça avec l'étude de cas du CHU de Brest. Donc c'est là où exerce le manip qui nous a fait du coup la petite présentation sur l'impression 3D. Donc je me voyais pas parler d'impression 3D sans montrer un exemple pour illustrer tout ça. Donc pour la méthodologie, je suis parti sur une méthode déductive. Dans un premier temps, j'ai fait une petite étude de la littérature, ce qui m'a permis ensuite de construire mon cadre théorique. Et ensuite, je suis parti sur une méthode qualitative, où là, j'ai réalisé un questionnaire qui était dédié aux manipulateurs. Ensuite, j'ai fait à la fois une méthode qualitative et une méthode quantitative, où là, j'ai réalisé 2 entretiens, un avec une ingénieure biomédicale et un avec un médecin radiologue. Et donc j'ai pu ensuite recueillir plein de données que j'ai pu analyser. Donc ce qui en découle de l'analyse des données que j'ai pu avoir, c'est que les manipulateurs sont tout à fait légitimes à l'impression 3D, mais que derrière il y a une nécessité de suivre une formation pour pouvoir acquérir les compétences spécifiques à l'impression 3D. Donc maintenant, on va passer à qu'est-ce qu'on imprime exactement. Donc les secteurs d'application, on retrouve l'impression 3D en orthopédie, en ophtalmologie, en traumato, en chirurgie et également en radiologie interventionnelle pour les embolisations des anévrismes. En exemple, on retrouve les appareils auditifs, des prothèses, la fabrication de modèles anatomiques patients spécifiques en préopération, la planification d'interventions chirurgicales ou encore, comme on a vu tout à l'heure, pour les anévrismes intracrâniens. Donc où là, ils viennent imprimer l'anévrisme du patient pour des cas complexes, où ils viennent s'entraîner en amont avant de réaliser de l'intervention pour pouvoir se préparer au mieux et que le jour J, ça se passe au mieux et que le médecin soit plus entraîné et qu'il sache où est-ce qu'il va. Donc petite analyse ensuite critique de mon travail. Donc je vais vous parler un peu des limites de mon travail. Donc ça a été le cadre conceptuel, le manque d'informations. C'est une technologie, comme j'ai pu le dire, qui est très peu connue. Donc quand j'en parlais autour de moi,
les gens ne connaissaient pas du tout, donc ça a été compliqué de parler de ça. Et quand je leur disais que j'allais faire mon travail de mémoire sur l'impression 3D, on me disait mais qu'est-ce que c'est quoi Donc c'est quelque chose de très peu connu. Il y a un gros manque de connaissances de la part des manipulateurs sur l'impression 3D. Ensuite, j'ai eu très peu de réponses à mon questionnaire. Le questionnaire qui était dédié aux manips, j'ai eu très peu de réponses. J'ai pas pu confronter mes résultats à des résultats déjà existants. Donc j'ai pas pu confronter tout ça et pouvoir voir ce qui a été déjà fait. Comme c'est quelque chose de tout nouveau et que c'est la première fois que ça a été fait, j'ai pas pu confronter mes résultats avec quelque chose qui avait déjà été fait. Ensuite, je pense que le mieux, ça aurait été de faire plus d'entretiens, du coup. Et un inconvénient, c'est que j'ai mis beaucoup de temps. C'est ce qui m'a pris le plus de temps dans mon mémoire, c'est de réaliser le questionnaire. Ensuite, pour ce qui y est de la projection professionnelle, le but maintenant, c'est d'informer les manipulateurs à faire de l'impression 3D, de leur montrer qu'ils sont tout à fait légitimes, qu'ils peuvent en faire, qu'ils ont les compétences, certes, mais qu'il y en a d'autres à acquérir, mais qu'ils ont déjà un certain bagage qui leur permet d'être légitimes et de pouvoir en faire, et ce qui leur permettrait de développer ensuite leurs compétences dans cette nouvelle technologie-là qui est en train de se développer de plus en plus. Mon souhait, du coup, ce serait de pouvoir propager ce travail de mémoire sur l'impression 3D pour pouvoir derrière montrer aux manips qu'ils sont tout à fait compétents à la réalisation de l'impression 3D. Qu'est-ce que m'a apporté la réalisation de ce mémoire? Déjà, le développement de ma réflexion, la gestion d'un projet de recherche, c'est quelque chose qui est de tout nouveau pour moi. Donc réaliser tout ça de A à Z, tout seul, en compagnie bien sûr de mon guidant, ça a été quelque chose de tout nouveau. Donc la curiosité professionnelle également, c'est sans ce mémoire, je pense que j'aurais jamais pensé j'aurais jamais connu l'impression 3D. Je me serais jamais intéressé à ce que c'était. Petite préférence quand même pour les entretiens. C'est quelque chose que j'ai apprécié faire parce qu'il y a ce côté humain où il y a ce relationnel où il y a un échange avec la personne. Et ce mémoire, avec du coup les entretiens que j'ai pu faire, j'ai pu vaincre ma timidité. Ensuite, pour la perspective de la recherche, enfin, le but derrière, c'est de voir comment le manipulateur peut-il se spécialiser dans l'impression 3D. Quelle est la place du manipulateur dans l'impression 3D et quel serait son rôle si l'impression 3D est amenée à se développer dans ses pratiques dans les années à venir. Voilà, donc j'ai terminé ma présentation sur l'impression 3D. Donc je vous remercie de votre attention et je ne sais pas si vous avez des questions. Et sinon, je vous remercie de m'avoir écouté. C'est mon image qui en dit long, quoi. Ah, vous êtes là? Bon, j'y vais. C'est parti. Tout d'abord, je suis venue travailler chez Elsan par rapport au dynamisme entre les professionnels de santé, donc que ce soit les manipulateurs, les médecins, les secrétaires, donc toute l'équipe de l'imagerie médicale. On a aussi des équipements de dernière génération, dernier cri, donc que ce soit tout ce qui est radio, IRM et scanner. Donc on peut travailler sur l'ensemble de ces machines vraiment dernière génération. On est aussi très à l'écoute de nos patients, donc du début de leur accueil jusqu'à la fin de leur examen. On les accompagne tout au long de leur prise en charge et on veille à ce que tout se passe bien.
On a aussi également le côté humain. On essaye vraiment d'être à l'écoute de la personne pour avoir une meilleure prise en charge possible tout au long de la durée de notre examen. On est aussi une équipe pluridisciplinaire, donc on tourne sur l'ensemble des modalités, donc à savoir l'IRM, le scanner, la radiologie, mais aussi la mammographie. On peut travailler vraiment sur l'ensemble des modalités tout au long de la journée. On change, on fait souvent des matinées sur certains postes et d'autres l'après-midi sur les autres postes. Allez, je vous emmène dans ma salle, c'est parti. Voici ma salle de mammographie. Donc moi je suis venue travailler chez Elsan il y a à peu près 1 an et demi de ça, quand je suis sortie d'école. J'avais fait un stage il y a quelques années dans cet établissement et toute l'équipe m'avait beaucoup plu. Les nouvelles machines, toute l'ambiance, franchement, j'avais beaucoup apprécié. Donc je suis venue travailler ici au groupe Elsan. On est ici dans ma salle de mammographie. On fait pas mal de mammographies de dépistage organisées, que ce soit pour le Val d'Oise ou l'Oise, mais aussi des dépistages de suivi de cancérologie pour des patientes, par exemple si on découvre malheureusement quelque chose, une lésion par exemple au niveau du sein, elle pourrait être prise en charge ici en chirurgie, ou alors pour tout ce qui est chimiothérapie et radiothérapie. Tous les centres sont en collaboration, donc ce qui permet d'avoir un suivi complet pour nos patients. Mais Elsan, c'est aussi donc 8 centres de radiothérapie avec 26 accélérateurs, dont 2 CyberKnife et 1 Zapix. On a également 8 centres d'imagerie de médecine nucléaire avec 8 gamma caméras et 8 EPSCAN. Et on a aussi 55 centres d'imagerie médicale avec en tout 86 équipements d'imagerie lourde. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressés, à venir nous rejoindre parce qu'on recrute. Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je m'appelle Vag Valentin. Je suis actuellement MERM à la clinique Trois Frontières à Saint-Louis en Alsace et j'ai réalisé mon mémoire de fin d'études au lycée Jean Rostand à Strasbourg. Le thème de mon mémoire s'est porté sur une comparaison triple entre une salle monoplan et une salle hybride pour l'examen des thermoablations hépatiques. Pour ce diaporama, je ne déclare ne pas être en situation de lien d'intérêt particulier. Les objectifs de ce diaporama seront d'identifier le rôle du MERM lors de cette intervention, de comprendre la différence qui existe entre ces deux salles d'un point de vue dosimétrique, et de toujours garder en tête l'importance d'une constante remise en question des pratiques courantes. Pour ce faire, mon plan se divise en 5 parties. En premier lieu, nous allons voir quelques éléments théoriques qui permettent la bonne compréhension du sujet. Pour poursuivre, je vous présenterai mon étude avec une analyse des résultats obtenus. Et enfin, je conclurai par la vision critique de mon travail, ainsi qu'un rappel des points à retenir. Pour débuter, le carcinome hépatocellulaire est un cancer primitif du foie qui se caractérise par la prolifération anarchique de ses cellules spécifiques, les hépatocytes. Ce cancer touche principalement les hommes, avec 80% des cas en 2023. C'est un cancer souvent opportuniste, car il va profiter d'autres pathologies hépatiques comme les cirrhoses ou les hépatites pour se développer à partir d'un foie déjà affaibli. Les facteurs de risque associés à ce cancer sont assez communs avec les autres types de cancers. On retrouve notamment la consommation d'alcool, l'hémochromatose ou encore l'obésité. Le rôle du MERM et de l'imagerie médicale est essentiel dans le diagnostic du carcinome hépatocellulaire, notamment à travers l'imagerie scanographique ou encore les IRM hépatiques. L'intervention que je vais vous présenter se nomme les micro-ondes. C'est une intervention viscérale curative visant à détruire par l'effet de la chaleur les cellules cancéreuses. Le principe de base des micro-ondes repose sur le passage d'ondes électromagnétiques à travers une sonde appelée électrode, préalablement placée en transcutané dans les tumeurs. Ce geste est facilité encore une fois grâce au MERB, qui guide le radiologue grâce aux outils d'imagerie. Pour expliquer brièvement le principe des micro-ondes, celles-ci, en traversant les tissus, vont agiter les molécules d'eau présentes dans les cellules tumorales, ce qui va engendrer un mécanisme de friction cellulaire et donc va nécroser les cellules et tissus présents au sein de la tumeur. Pour ce faire, le radiologue a accès à 2 paramètres, d'une part l'intensité des ondes émises en MHz et dans l'autre part le temps d'application en secondes. Enfin, la salle hybride
rassemble 2 voire 3 modalités différentes. On a bien sûr un capteur plan couplé à un scanner. Ces deux systèmes communiquent entre eux afin d'optimiser l'examen. Un échographe vient dans la plupart des salles compléter le jeu d'appareils. La visualisation de la tumeur est donc maximisée et permet une efficacité thérapeutique optimale. Ce sujet de mémoire va donc dans un premier temps faire l'objet d'une comparaison triple entre ces deux salles, pour conclure vers une proposition d'un protocole dit low dose, pour permettre une diminution de la dose perçue par le patient lors de cette intervention. La première partie de mon étude se base sur 62 patients partagés entre les deux salles, tous traités sur une seule localisation et dans un même centre de soins. Celle-ci compare ces deux salles d'un point de vue temps d'examen, volumétrie de produit de contraste injecté et dose efficace perçue par le foie lors de cette intervention. Les premières données de l'étude nous permettent d'observer un temps d'examen doublé entre la salle hybride et la salle monoplan. On passe d'1h30 en moyenne dans la salle monoplan à 3 heures en moyenne dans la salle hybride. En ce qui concerne la volumétrie de produit de contraste injecté, la différence est peu significative, avec quand même une légère supériorité dans la salle hybride. En revanche, la différence est bien plus franche en ce qui concerne la dose efficace. On passe de 4,5 mSv dans la salle monoplan à 25 mSv en moyenne dans la salle hybride. Maintenant qu'on a observé ces différentes données, on va aller plus loin en se demandant sur quels paramètres le MERM a-t-il un rôle à jouer. Pour le temps d'examen, cela dépend bien sûr de la complexité de la tumeur ou de l'expérience du médecin. Même chose pour la volumétrie de produit de contraste injecté, c'est le médecin qui choisit le nombre d'examens injectés qu'il veut réaliser. En revanche, il est du devoir du manipulateur de toujours garder en tête l'importance de réduire au maximum la dose perçue par le patient, tout en gardant une bonne qualité d'image pour le bon déroulement de l'examen. C'est d'ailleurs sur cette dernière partie que je vais continuer mon étude. Pour pallier à ce problème, entre guillemets, j'ai réalisé une étude quantitative sur 20 acquisitions que j'ai testées sur un fantôme anthropomorphique. Ça veut dire qu'il reprend approximativement les mêmes caractéristiques qu'un abdomen humain. Ces 20 acquisitions m'ont permis de calculer le rapport signal sur bruit en plaçant différentes ROI, ce qui m'a permis de réaliser un premier classement en fonction de la tension et de l'ampérage choisi. Pour compléter mon étude, j'ai réalisé cette fois-ci une étude qualitative en sélectionnant 11 acquisitions des 20 dernières que j'ai présentées à 7 radiologues diagnostiques. Celle-ci m'a permis de réaliser une échelle de Likert en fonction de leur classement. Cette échelle permettait d'évaluer 5 critères de qualité d'image, la région spatiale, le contraste de l'image, la netteté des contours anatomiques, le bruit présent sur l'image, ainsi que la bonne visualisation de la zone tumorale. Chaque critère pouvait être noté de 5 manières par les radiologues, pas satisfaisant, peu satisfaisant, satisfaisant et très satisfaisant, avec à chaque fois un barème associé. Cela m'a donc permis de réaliser un classement qualitatif de Likert, d'où vous voyez le top 3 à droite de la diapositive. Pour résumer un peu les résultats obtenus lors de ces différentes études, je vous ai fait cette diapositive où j'ai retenu les 3 acquisitions les plus pertinentes de mon étude. En premier, il y a le protocole de référence, qui est actuellement utilisé dans le service et qui obtient la 3e place dans le classement des radiologues. J'ai ensuite sélectionné mon acquisition dite low dose, qui obtient la 1re place dans le classement établi par les radiologues et qui de plus permet une réduction de dose de 20% par rapport au protocole de référence. Et pour finir, on a une acquisition qui est surirradiante, qui irradie 5 fois plus que l'acquisition de référence et qui obtient seulement la 6e place dans le classement de Likert. C'est bien beau de parler en chiffres, mais qu'est-ce que ça donne réellement en images? À gauche de la diapositive, je vous ai mis le protocole de référence testé sur mon fantôme. En haut à droite, le protocole dit low dose et en bas à droite, le protocole surirradiant. Pour mon œil de jeune diplômé, on voit 2 différences qui permettent de départager les acquisitions. En premier lieu, on a la netteté des contours anatomiques qui sont beaucoup plus nettes sur les 2 acquisitions de droite. Et comme deuxième argument, on remarque une meilleure visualisation de la zone tumorale. Donc c'est la petite zone hypodense que vous voyez en bas à gauche de la zone hyperdense, qui est beaucoup plus visible sur l'acquisition dite low dose que sur les 2 autres acquisitions, ce qui se traduit par un meilleur contraste de cette image. Pour conclure ce diaporama, il faut garder en tête que cette étude n'est pas complètement représentative, tout simplement car elle a été réalisée sur un fantôme anthropomorphique qui reprend certes les caractéristiques d'un abdomen humain, mais par exemple qui ne tient pas en compte de la présence d'autres organes ou de graisse intra-abdominale qui pourraient fortement dégrader la qualité d'image. Il y a également plusieurs biais dans cette étude, comme le fait que la méthode de calcul utilisée pour la dose efficace
n'est pas la plus optimale, mais la plus accessible à mon niveau. Cette étude permet également de mettre en évidence l'hypothèse qu'aujourd'hui dans le secteur interventionnel, la balance irradiation-qualité d'image penche vers la qualité d'image au détriment de la dose perçue par le patient. Cette étude m'a également permis de mettre en place un NRL, un niveau de référence local, qui pourrait permettre aux structures qui pratiquent cet examen de comparer leurs pratiques à mon étude. Enfin, on pourrait imaginer la mise en place du protocole low-dose au sein de cette structure, ce qui pourrait permettre de passer de 25 mSv à 18 mSv en moyenne pour cet examen. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que ce diaporama vous a un peu plus éclairé sur mon sujet. C'est un centre hyper polyvalent. Le CHU de Poitiers compte un certain nombre de services, c'est un grand CHU, on a un beau plateau technique. Un arsenal très important en termes de machines. On travaille avec des machines dernière génération. Qui sont à la pointe de la technologie. C'est parce que c'est une grosse structure, qu'il y a beaucoup de matériel, que c'est intéressant de bosser avec les dernières technologies, quoi. Ici au CHU de Poitiers, il y a une dynamique qui a lieu au niveau de la recherche paramédicale dans son ensemble. J'interviens dans l'ensemble des services du CHU de Poitiers pour les radios au lit. Je travaille sur 4 scanners, chacun spécialisé dans un domaine, la cardiologie, l'oncologie, les urgences. Je travaille en radiothérapie, service sommeil et en neurophysiologie clinique. Curithérapie. Moi je travaille essentiellement dans le service d'échographie Doppler. En médecine nucléaire. Je suis manipulatrice en salle de radio interventionnelle. On n'est pas très nombreux, donc il y a une cohésion entre les différents membres de l'équipe. Une très bonne ambiance qui règne. Ça donne envie de rester. Flexibilité. C'est vraiment l'écoute. Communication et adaptation. Le relationnel. Curiosité. L'autonomie. Je dirais l'envie d'apprendre. Et équipe. Je vais pas dire Superman. Du plaisir. Il faut venir pour le voir. tous, je m'appelle Mathieu Ferreira et je suis ici pour vous présenter mon travail de fin d'études qui s'intitule « L'utilisation de l'antenne abdominale lors d'un examen du rachis lombaire en IRM ». Le plan va se diviser en plusieurs parties. Tout d'abord, nous verrons la situation qui m'a amené à faire ce sujet. Nous verrons les matériels et séquences utilisés, les différents critères de qualité image, le protocole de recherche, les résultats. Nous aurons une discussion autour de ces résultats et nous terminerons par une conclusion. Lors d'un de mes stages en IRM, j'ai eu l'occasion de travailler avec deux équipes.
une équipe qui utilisait uniquement l'antenne table pour les examens du rachis lombaire en IRM, et une autre équipe qui associait l'antenne table et l'antenne antérieure pour ces examens. Les deux équipes utilisaient le même protocole, c'est-à-dire un sagittal 3D T2, un sagittal T1 turbospin echo et un coronal steer. Nous pouvons donc nous demander quelle est la pertinence d'associer l'antenne antérieure et l'antenne intégrée à la table pour un examen du rachis lombaire. Chacune des deux équipes avait leurs arguments. Tout d'abord, l'équipe A, qui n'utilisait pas l'antenne intérieure, disait que cela permettait un gain de temps et que la qualité image était suffisante. Les médecins étaient d'accord pour dire que la qualité image était suffisante pour leur interprétation. Quant à l'équipe B, qui eux utilisaient l'antenne antérieure, disait que cela permettait une meilleure qualité image et une interprétation par le radiologue qui était facilitée. Les radiologues étaient d'accord sur le fait que cela permettrait une meilleure interprétation et que cela amenait plus d'informations. Nous pouvons donc émettre l'hypothèse que lors d'un examen du rachis lombaire, l'association de l'antenne table et de l'antenne antérieure est nécessaire car elle améliore la qualité image et facilite l'interprétation par le radiologue. Plusieurs des séquences que nous avons vues utilisent du turbospin echo, c'est-à-dire que en un même TR, nous allons acquérir plusieurs lignes de l'espace K. Le nombre de lignes de l'espace K acquises en un même TR va dépendre du facteur turbo. Plus ce facteur sera élevé, plus nous aurons de lignes acquises en un même TR. Et du coup, la séquence durera moins longtemps. Nous avons aussi l'utilisation du sense, qui, grâce à un sous-échantillonnage uniforme, va acquérir une ligne sur deux de l'espace K. Après la transformée de Fourier, nous aurons donc des images repliées. Et grâce au profil de sensibilité qui sera réalisé par la machine avant chaque acquisition, l'algorithme sense va pouvoir calculer une image dépliée. Nous avons également l'utilisation du compress sense, qui lui va utiliser un sous-échantillonnage incohérent de densité variable, ce qui va engendrer après la transformée de Fourier l'apparition de bruit sur l'image. L'image va passer par plusieurs filtres pour enlever ce bruit. Si la machine juge que la qualité image est insuffisante, l'image acquise va repasser par les différents filtres. Parmi les matériels utilisés, nous avons l'antenne D-Stream antérieure qui mesure 60 cm, qui possède 16 canaux, qui est en réseau phasé, c'est-à-dire que dans un même support, nous avons plusieurs petites antennes. La numérisation se fait directement dans l'antenne. Elle est uniquement réceptrice et la connexion à la table se fait via un câble d'antenne FlexConnect. Nous avons ensuite l'antenne D-Stream postérieure qui possède deux plages. Une plage A qui est la hauteur maximale utilisable pour les acquisitions et la plage B qui est la distance avec laquelle on peut réaliser des images sans l'antenne postérieure. Elle possède également un mode parking, ce qui signifie que quand on ne l'utilise pas, elle va se mettre sur le côté pour éviter de faire des artefacts sur l'image. Elle est également uniquement réceptrice. Nous avons ensuite l'antenne core qui se trouve à l'intérieur de l'anneau, qui elle est émettrice et réceptrice, qui mesure 70 cm. La transmission du signal se fait en quadrature. C'est elle qui va réaliser les profils de sensibilité des antennes. Et c'est elle qui permet une homogénéisation du champ magnétique. Maintenant, nous allons voir les différents critères de qualité image. Nous avons tout d'abord le rapport signal sur bruit et le contraste, la résolution spatiale et le temps d'acquisition. Chacun de ces critères va agir l'un sur l'autre et chacun d'eux va dépendre d'un ou plusieurs paramètres. Tout d'abord, le rapport signal sur bruit et le contraste dépendent du TR, du TE, du volume du voxel, du nombre d'excitations, de la bande passante et du nombre de lignes de la matrice. Le temps d'acquisition, lui, va dépendre du TR, du nombre d'excitations et du nombre de lignes de la matrice. La résolution spatiale, elle, va dépendre du FOV, de la taille de la matrice et de l'épaisseur de coupe. Maintenant, je vais vous montrer le protocole de recherche. Donc, nous avons utilisé deux séquences, une séquence sagittale T2 turbospin echo et une séquence axiale T2 turbospin echo. Les paramètres qui vont être modifiés pendant cette expérience sont le facteur sense, le facteur compress sense et le nombre d'excitations. La pondération, le FOV, la taille de la matrice et la taille du voxel ne bougeront pas. Donc,
Nous allons commencer par une comparaison entre deux images en sagittal T2 turbo spin echo en séquence, les séquences de base. Donc nous n'avons pas touché le nombre d'excitation ni le facteur sense. Nous remarquons que sur l'image avec antenne, nous avons une diminution du bruit de la graisse antérieure, mais que la résolution contour des racines n'est pas modifiée par rapport à l'image sans antenne. Sur cette séquence, nous avons diminué le nombre d'excitations, et là déjà nous voyons qu'on a une amélioration de la résolution en contour des racines nerveuses sur l'image avec antenne par rapport à l'image sans antenne. Nous avons également une diminution du bruit de la graisse antérieure. Là sur cette séquence, nous sommes revenus à un nombre d'excitations égal à 2 et nous avons augmenté le facteur sense à 5. Et nous remarquons l'apparition d'artefacts de repliement intrinsèque sense. Nous voyons que sur l'image avec antenne, les différents artefacts sont diminués et nous voyons tout à droite que l'artefact au niveau de la moelle épinière disparaît quand on a l'antenne antérieure. Passons à une séquence en axial T2 turbo spin echo. Donc là c'est la séquence de base, nous n'avons pas touché au nombre d'excitations ni au facteur compress sense. Et nous voyons déjà une amélioration de la résolution en contour au niveau des racines nerveuses sur l'image avec antenne par rapport à l'image sans antenne. Nous voyons également aussi une diminution du bruit au niveau de la graisse antérieure et du corps vertébral. Là nous avons augmenté le facteur compress sense à 4 et nous voyons toujours une amélioration au niveau de la résolution en contour des racines nerveuses sur l'image avec antenne par rapport à l'image sans antenne. Et nous voyons également une diminution du bruit au niveau du corps vertébral et de la graisse antérieure. Sur cette séquence, nous avons augmenté le nombre d'excitations et le facteur compress sense. Comme les images d'avant, une amélioration de la résolution en contour au niveau des racines nerveuses, une diminution du bruit au niveau du corps vertébral et de la graisse antérieure sur la séquence avec antenne par rapport à la séquence sans antenne. Donc pour les séquences de base en sagittal T2 turbo spin echo, l'antenne antérieure permet une diminution du bruit et une augmentation de la résolution spatiale quand le nombre d'excitations diminue, une diminution des artefacts de repliement intrinsèque sense sans changer le FOV. Et nous avons un gain de temps de 36 secondes. Pour les séquences de base en axial T2 turbo spin echo, l'antenne antérieure permet une diminution du bruit et une augmentation de la résolution spatiale, même sans changer le nombre d'excitations ou le facteur compress sense. Et ce changement est d'autant plus visible quand on augmente le facteur compress sense. L'antenne permet aussi un gain de temps de 35 secondes. Sur l'année 2022-2023, le centre d'imagerie Nemoscan a réalisé 10 000 IRM du rachis lombaire. Prenons en compte que le temps d'installation de l'antenne antérieure est de 10 secondes, nous avons un gain de temps par protocole de 61 secondes. Sur l'année, ça revient à un gain de temps de 169 heures. Ce gain de temps permet une amélioration du confort du patient, car il passera moins de temps dans la machine. Nous avons une diminution du risque d'artefacts de mouvement. Si le patient passe moins de temps dans la machine, il y a moins de chances qu'il bouge. Et ce gain de temps permet de diagnostiquer plus de patients. En conclusion, l'utilisation de l'antenne torso-antérieure est donc très utile dans l'étude du rachis lombaire en IRM. Le bénéfice apporté est d'autant plus visible que l'on utilise des facteurs d'accélération en même temps que l'antenne antérieure. Je terminerai cet exposé en parlant des intelligences artificielles, surtout celles qui permettent le débruitage des images. Si on arrive à associer les IA de débruitage et l'antenne antérieure, on pourra sûrement diminuer le temps d'acquisition encore plus, et cela améliorera le confort du patient. Merci pour votre attention.
Les deux, Simago, c'est une trentaine de groupes répartis sur une centaine de centres d'imagerie. Les deux, Simago est présent dans 10 régions du territoire français, du Pas-de-Calais à l'île de la Réunion. Les deux, tu peux aller où tu veux dans le réseau, où on est, on t'accueille. On a plus de 500 manips dans le réseau, en moyenne 4 à 6 par centre, mais en vrai, ça dépend. Les deux, ça dépend vraiment de tes motivations et de tes aspirations. Nous, on a de la place en radio, au scan et à l'IRM. Les deux, ça dépend des modalités et de l'activité, mais votre confort est notre priorité. Les deux. Les deux. Les deux. T'es prêt ou t'es prêt? Allez, viens, nous, on est prêts. Et toi, futur pro de l'image. Comme tu l'as compris, Simago, c'est un grand réseau à taille humaine avec plein de belles opportunités. Alors si toi aussi tu veux te former et kiffer, t'as plus qu'à m'appeler. C'est du béton, de la radio, scan, de l'IRM à l'écho, des plateaux top, t'auras tout ce qu'il faut. T'en veux plus? Une formation béton, un réseau solide, des tonnes d'options. Envie de bouger? Vas-y fonce. Avec Simago, t'as le choix, la mobilité. Simago, Simago, ici t'auras tout ce qu'il faut. Un taf stylé, une équipe au taquet. Viens, enfile ta blouse, on va t'embarquer. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Célia et je vais vous présenter ma soutenance de mémoire. Le titre de mon mémoire était « Les stratégies d'apaisement liées aux examens anxiogènes de scénologie ». Celui-ci faisait lien avec mon projet professionnel qui était de travailler en mammographie. J'avais donc choisi de traiter un sujet au cœur du quotidien du manip en scénologie. En plus, la gestion de l'anxiété reste selon moi un des éléments essentiels pour une prise en charge manip dans le respect du bien-être du patient, quelle que soit la modalité. Donc l'anxiété joue un rôle primordial lors de la prise en soin. Elle est d'autant plus importante lors d'un examen scénologique qui reste un examen anxiogène car il est réputé pour être douloureux mais aussi car la raison de la venue du patient est la recherche d'un cancer. À ce titre, je me suis posé la question suivante. De quelle manière la gestion de l'anxiété améliore la prise en soin du patient en scénologie ? Dans un premier temps, j'ai décidé de me pencher sur les émotions et concepts découlant du soin, avec la description des états chimériques, qui sont toute situation à vécu psychologique désagréable, qui varient en intensité, en durée ou en circonstances. Ensuite, je me suis penchée sur toutes les causes pouvant créer de l'anxiété chez le patient, douleur, intimité, dignité et iatrophobie, qui est une phobie des services hospitaliers. Dans un deuxième temps, j'ai voulu décrire la situation selon différents points de vue, celui du patient et celui du MERM. De manière générale, passer un examen a une connotation négative pour de nombreux patients. Effectivement, certaines causes peuvent contribuer à ce sentiment, une anxiété liée à l'inconnu, puisque le patient craint de réaliser un examen dont il ne connaît pas le déroulement, qui pourrait être douloureux, embarrassant ou inconfortable. Il peut également craindre le résultat, notamment lorsque des maladies graves sont recherchées. Certaines personnes redoutent de recevoir un diagnostic qui pourrait changer leur vie. L'anticipation de nouvelles inquiétantes peut être une source de stress. Le patient peut également avoir peur du jugement du soignant sur ses habitudes de vie peu saines, tabac, hygiène, alcool ou drogue. De plus, une mauvaise expérience précédente peut mener à une appréhension générale des examens médicaux. J'ai également tenu à mettre en avant la minorité d'hommes qui passent des examens en service de scénologie. Ils représentent 1% de tous les cancers du sein. Cette maladie, souvent mise en avant chez les femmes, a un impact psychologique particulier chez les hommes qui peuvent voir leur virilité remise en question. Du point de vue du manip, je tenais à rappeler qu'il intervient à plusieurs moments lors du parcours du patient, que ce soit lors du diagnostic ou du traitement. Le manipulateur radio est présent pour réaliser l'examen, assister le médecin ou apporter son soutien au patient. Ensuite, j'ai évoqué les différents moyens qui peuvent être mis en place pour réduire l'anxiété, c'est-à-dire les différents moyens de communication, verbale, non-verbale, positive, l'humour dans le soin, le toucher relationnel qui est inévitablement présent en scénologie, et enfin les techniques médicamenteuses telles que les patchs EMLA ou encore le Méopa.
Dans un dernier temps, je me suis demandé ce que nous pouvions offrir à un patient anxieux ou sensible aux techniques traditionnelles. C'est donc dans cette optique que je me suis renseignée sur les formations disponibles pour le manip. Je me suis ainsi intéressée à l'hypnothérapie, la sophrologie, la resque et la musicothérapie. Pour confectionner cette enquête, j'ai d'une part mené des entretiens qualitatifs semi-directifs avec des manips disposant des formations citées précédemment, mais pas que. D'autre part, j'ai souhaité distribuer un questionnaire aux patients de scénologie afin de récolter leur avis sur l'anxiété ressentie et les différents moyens de les détendre. J'ai évidemment précisé en début de questionnaire l'anonymisation et l'utilisation strictement personnelle des résultats obtenus. Pour que mon enquête soit le plus réaliste possible, je souhaitais récupérer 40 questionnaires patients et je voulais également qu'une partie des questionnaires soit donnée à des hommes pour recueillir leur opinion. Les expériences scénologiques vécues et les âges n'étaient pas ciblés. Le but de ce formulaire était d'ajouter un complément aux informations obtenues. Lors de la distribution des questionnaires, j'ai distribué plus de questionnaires que ce que je voulais récupérer car je pensais avoir moins de réponses. Au final, j'ai eu l'agréable surprise de récupérer plus de questionnaires que prévu. J'ai donc sélectionné 40 questionnaires femmes et 20 questionnaires hommes pour avoir un total de 60 participants. L'augmentation de mon nombre de questionnaires m'a permis de rendre l'enquête plus représentative. Je vais dans un premier temps vous exposer les résultats patients. Les premières questions concernant l'âge et la catégorie socio-professionnelle ne sont pas étudiées. Elles sont posées pour que le patient rentre dans le questionnaire. J'ai souhaité poser un cadre sur l'anxiété habituellement ressentie et celle éprouvée par le rendez-vous. 31% des patients se sentent habituellement anxieux et le stress moyen pour une mammographie est de 5,05 sur 10. Les personnes habituellement anxieuses ont donné une note plus élevée à leur anxiété pour l'examen. Concernant les raisons de l'anxiété, 56 patients trouvent le résultat anxiogène, 34 pensent que c'est dû à la douleur, 22 craignent le manque d'intimité et 2 ont mis autre et ont marqué mauvaise expérience passée. Ensuite, j'ai voulu savoir si le comportement du MERM pouvait influencer l'anxiété du patient. Pour commencer, 93% des femmes préfèrent être prises en soin par des femmes. Environ 79% des patients pensent que l'humeur du MERM joue un rôle sur l'anxiété et 57% perçoivent l'humour comme un bon moyen de se détendre dans un contexte médical. À propos des méthodes pour diminuer l'anxiété, j'ai voulu connaître l'intérêt des patients sur les différentes méthodes. 36% des patients seraient prêts à accepter une aide médicamenteuse pour les aider à réduire leur anxiété. Sur 60 participants, 43% connaissent l'hypnose médicale, 8% l'ont déjà utilisée et 28% accepteraient d'y avoir recours pour réduire leur anxiété. Pour la resque, 10% la connaissent, 3% l'ont déjà utilisée et 41% accepteraient d'y avoir recours en cas d'anxiété. 69% trouvent que l'écoute de la musique est un bon moyen de se détendre. Suite à ça, j'ai voulu savoir quelle était la méthode préférée des patients et l'écoute de la musique est largement favorite. J'ai supposé que c'était car elle était non invasive. J'ai également demandé aux patients s'ils avaient des méthodes personnelles pour réduire l'anxiété. En majorité, j'ai eu des propositions d'exercices de respiration et des demandes d'accompagnement par une personne proche, mais j'ai également eu des demandes de cours de sport et de présence d'animaux. Les cours de sport n'étant objectivement pas réalisables pour passer un examen, je n'ai pas décidé de m'attarder sur cette demande, mais j'ai approfondi mes recherches sur la zoothérapie, qui est une méthode thérapeutique qui utilise la proximité d'un animal domestique ou de compagnie auprès d'un humain souffrant de troubles mentaux, physiques ou sociaux pour réduire le stress, les conséquences d'un traitement médical ou des problèmes post-opératoires. Cette technique est utilisée majoritairement en EHPAD ou en soins palliatifs, mais pas que, car à l'IFMEM, nous avions Kitty qui nous tenait compagnie. Je me suis renseignée auprès d'un docteur ayant réalisé des recherches sur la zoothérapie concernant la possibilité de le faire en service d'imagerie. Selon elle, pour des raisons d'hygiène, de praticité et de radioprotection, la zoothérapie n'est pas praticable avec des chiens ou des chats en service, mais l'installation d'aquariums en salle d'attente pourrait être une bonne alternative, comme il est fait dans certains établissements pédiatriques. Pour finir, les hommes se pensent moins anxieux que les femmes à 94%. 27% des participants à l'enquête ne savaient pas que les hommes pouvaient avoir un cancer du sein et 40% pensent que le cancer du sein chez l'homme est un tabou, ce qui montre que la sensibilisation n'est pas assez bien faite de ce côté-là. Dans un second temps, nous allons aborder les résultats manip. J'ai décidé, comme pour les résultats précédents, de regrouper les réponses par thème et je n'ai pas analysé les profils de manip, c'est-à-dire l'âge, l'expérience et l'expérience en scénologie.
Les services dans lesquels j'ai eu l'occasion d'interroger des mères ne comptaient que des femmes comme soignantes afin d'éviter une potentielle gêne des patients. Au niveau du quotidien du MERM face à l'anxiété, la totalité des MERM interrogés m'ont attesté côtoyer l'anxiété tous les jours. L'évaluation de l'anxiété est un paramètre complexe. Il n'existe par exemple pas d'échelle de 1 à 10 pour l'évaluer. Elle repose sur l'étude des expressions verbales et non verbales du patient. Chaque patient a sa propre gestion des émotions. Il faut analyser la situation clinique du patient pour évaluer son taux d'anxiété. La croissance de demande d'examen diminue le temps accordé aux patients. Ainsi, les MERM peuvent être particulièrement efficaces tout en gardant un bon relationnel. Dans certains cas, les patients peuvent se sentir pressés lors de la réalisation de l'examen, ce qui peut augmenter leur anxiété. Concernant la gestion de l'anxiété par le MERM, la technique choisie doit être bien sélectionnée car l'attention apportée au patient peut être oppressante et peut le rendre plus anxieux qu'autre chose. Dans une première approche, les examens sénologiques sont des examens intrusifs. Avec le pet de blouse, le patient se sent respecté et l'anxiété peut diminuer. Dans la majorité des cas, les techniques utilisées sont des techniques de focalisation de l'attention, comme la fixation d'une image sur le mur ou sur le plafond lumineux présent dans de nombreux services, ou encore une conversation à propos d'autre chose. Les avantages de ces techniques sont qu'elles sont disponibles pour tous, sans préparation, rapide et qu'elles nécessitent uniquement des bases de relationnel. Malheureusement, il s'agit de méthodes qui ne fonctionnent pas pour les plus grands anxieux et certains dispositifs sont mis en place par l'établissement comme les décorations murales ou les plafonds. La gestion de la peur du résultat a une place capitale dans la gestion de l'anxiété. Cette peur étant justifiée, le MERM doit rassurer le patient sur le bon déroulement de l'examen et l'attente de la consultation avec le médecin. Par exemple, lorsque les faces et les obliques sont réalisés, le manip peut expliquer au patient que si l'attente est longue, c'est que le médecin est occupé, qu'il est en train de réaliser une échographie et qu'il est possible qu'on vienne le chercher pour réaliser des clichés complémentaires. Ces clichés ne sont pas réalisés car il y a une lésion, mais ils sont réalisés pour éliminer bien d'autres pathologies. De la même manière, la gestion de la douleur a une place importante dans la gestion de l'anxiété. Cet examen peut être appréhendé à cause de la compression obligatoire. Ainsi, le MERM doit accompagner le patient durant la réalisation de l'examen. Par exemple, avant la compression, il serait intéressant d'expliquer au patient que le sein est en rond. Nous sommes obligés de l'aplatir pour bien l'étudier, mais si la compression devient désagréable, il doit le signaler. En laissant le choix au patient sur la compression, celle-ci devient naturellement plus supportable. Dès que possible, le manip peut faire rentrer un proche du patient pour l'accompagner, que ce soit pour une écho ou une biopsie. Il faut garder en tête que la bonne réalisation d'un examen participe à la sensibilisation. Ainsi, le patient n'aura plus autant d'appréhension qu'auparavant et il pourra aussi sensibiliser son entourage en racontant son expérience. La majorité des situations peuvent être désamorcées uniquement grâce à la communication et la focalisation de l'attention, mais quelques situations rendent le soignant impuissant. L'assurance du MERM gagnée grâce à son ancienneté permet de diminuer l'anxiété lors de la réalisation de l'examen, mais selon eux, les MERM à la sortie du diplôme ont toutes les clés en main pour gérer les situations d'anxiété. Concernant la prise en soin des hommes en sénologie, 100% des manips interrogés pensent que la prise en soin des hommes est similaire à celle des femmes. Néanmoins, les hommes étant moins sensibilisés sur la mammographie, une explication plus approfondie de l'examen est nécessaire. En général, les hommes symbolisent moins leur anxiété et demandent moins d'aide. Ils ont tendance à se comparer aux femmes lors de l'examen. Pour finir cette partie, je vais aborder les particularités des formations. Les rendez-vous pris pour une prise en soin spécifique sont des rendez-vous encadrés par de nombreux appels téléphoniques. Ainsi, l'évaluation de l'anxiété est plus facile car le manip connaît déjà le patient. L'efficacité des techniques utilisées est évaluée d'une part en voyant si le patient arrive à réaliser l'examen, mais également en faisant un point avec lui après la séance. Les techniques présentent des avantages tels qu'un excellent taux de réussite, une évolution professionnelle pour le MERM, une relation exclusive avec le patient engendrant une meilleure approche. Malheureusement, ce genre de technique nécessite une longue préparation en amont et très peu de disponibilité due au manque de temps et au manque de personnel. Ces formations ne sont pas exploitées à 100% pour l'instant. Maintenant, nous allons voir la fonction prospective de ce travail. Il enrichit ma représentation du soignant, notamment du point de vue des soins relationnels, qui est une notion à laquelle j'accordais déjà beaucoup d'importance. Ce travail et tout ce cheminement m'ont réellement servi, tant à la compréhension du rôle de soutien qu'au rôle d'accompagnement du MERM. Depuis l'obtention de mon diplôme, j'ai décidé de garder la même approche. J'essaye de rassurer les patients afin de créer un environnement sain. Mettre en œuvre des soins relationnels est une des choses qui me plaît le plus en tant que manip. Mon mémoire m'a prouvé l'importance de la relation soignant-soigné et je fais mon maximum pour agir avec empathie, écoute et bienveillance dans les soins que je prodigue.
Pour conclure, la bienveillance et la communication sont deux piliers essentiels qui jouent un rôle dans la réduction de l'anxiété grâce à la création d'un climat de confiance et d'information. Ceci permet de faciliter le déroulement des examens, mais également d'améliorer globalement l'expérience des patients. Concernant la prise en soin des hommes, aucune différence n'est faite, mais plus de sensibilisation pourrait trouver un intérêt. Par ailleurs, les bénéfices des formations pour les MERM sont indéniables. Ces formations offrent des outils et des techniques actualisées pour mieux gérer l'anxiété des patients. Malgré les appréhensions initiales de la part de certains patients, une prise en charge spécifique permet un déroulement plus serein des examens dans la majorité des cas. Les formations de gestion de l'anxiété sont prometteuses pour l'avenir du MERM et feront partie prenante de notre métier. Cependant, le manque de temps et le manque de manip ne permet pas l'exploitation parfaite de ces formations. Et voilà, j'ai fini ma présentation. Je vous remercie pour votre intérêt. À l'Institut Curie, je m'occupe de prendre en charge des patients, adultes comme enfants, lors de leur examen d'imagerie médicale. Mon métier de manipulateur consiste à préparer des radiopharmaceutiques et faire passer des examens de scintigraphie et de TEP scanner. Au sein du plateau technique, nous pratiquons aussi la protonthérapie, une forme de radiothérapie ultra précise et reconnue mondialement. Intégrer l'Institut Curie, c'est intégrer une équipe qui est dynamique et motivée pour le développement de nouvelles technologies et d'activités au but d'offrir une prise en charge de qualité aux patients. Et j'ai la possibilité de travailler avec des molécules et des technologies innovantes et de recherche. L'Institut Curie développe des parcours professionnels pour les manipulateurs, ce qui permet d'acquérir de nouvelles compétences et de stimuler l'intérêt pour le métier. Ce que j'apprécie à l'Institut Curie, c'est de pouvoir travailler en pluridisciplinarité et avec différents services. Travailler à l'Institut Curie m'a donné l'opportunité d'avoir un poste de manipulatrice polyvalente en étant formée sur différentes modalités comme le scanner, l'IRM, la scénologie interventionnelle. Et j'apprécie cette diversité de compétences au quotidien. On a un parc technique diversifié sur les 3 sites, Paris, Orsay, Saint-Cloud. Je suis amené à travailler avec des machines et technologies de pointe, ce qui me permet une meilleure prise en charge des patients. Le travail en équipe, l'accès à un plateau technique qui est récent et la rigueur des formations au commencement d'un nouveau poste font que l'apprentissage est complet et que la prise en poste elle est sereine à l'Institut Curie. Je suis fier de travailler à l'Institut Curie. L'Institut Curie pour moi représente un nom, un héritage historique depuis des décennies.